Quand le monde entend le nom Iran, il imagine presque toujours la tension. Titres, conflits. Pendant des années, journaux, guerres, menaces. Mais il existe un autre Iran. Derrière cette brume de gros titres se cache l'une des civilisations les plus éblouissantes, jamais élevées par l'humanité. Un pays ancien, monumental, silencieux, un Iran de jardins persans, de déserts dorés, de mosquées qui semblent peintes avec la lumière et de montagnes qui regardent l'histoire depuis des millénaires. Aujourd'hui, nous allons traverser ce voile et découvrir l'une des civilisations les plus fascinantes et les moins comprises de la planète. Soyez les bienvenus en Iran. Sur cette même terre, il existe des îles aux couleurs irréelles, des villes aux coupoles bleues, des jardins dressés contre l'aridité, des ruines impériales et des villages creusés dans la pierre. Cela paraît improbable. Et c'est précisément pour cela que vous aurez envie de tout voir. L'Iran, que tant de gens imaginent d'une seule façon, est bien plus vaste, bien plus ancien, bien plus beau et bien plus humain que le cadre étroit à travers lequel il nous est parvenu. Aujourd'hui, ici, sur notre planète, nous allons traverser la beauté de l'ancienne Perse, que les journaux ont effacée sous la guerre. Non pas pour nier le présent, mais pour révéler tout ce qui n'obtient presque jamais sa place quand il est question de l'Iran. L'Iran occupe une position immense au cœur de l'Asie occidentale, avec près de 91 millions d'habitants et plus d'1 600 000 km². Il est frontalier de l'Irak, de la Turquie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Turkménistan, de l'Afghanistan et du Pakistan. Il s'ouvre aussi sur 3 eaux décisives, le golfe Persique, le golfe d'Oman et la mer Caspienne. Et cela aide à comprendre pourquoi ce pays n'a jamais été seulement un territoire. L'Iran est route, est passage, est mémoire, est influence, est un poids géopolitique sur le présent. Mais il existe quelque chose d'encore plus fascinant, le peuple qui a gardé vivante l'âme de cette civilisation. Un peuple façonné par les empires, les déserts, les montagnes, la foi, le commerce, la poésie et la résistance. Un peuple qui a appris, au fil des millénaires, à transformer la rudesse en culture et la permanence en identité. Dans notre dernier documentaire, nous avons traversé la Grèce et vu un paradis méditerranéen que le monde a oublié. À présent, la température du voyage change. Le scintillement de l'Égée s'efface et le poids ancien de la Perse s'impose. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à notre planète. Parce qu'ici, chaque voyage élargit le suivant. Et certains lieux, lorsqu'ils passent devant les yeux, ne quittent plus jamais la mémoire. Et notre prochaine étape ne sera ni une ruine, ni un jardin, ni une capitale. Ce sera l'un des points les plus tendus et en même temps les plus hypnotiques de tout ce documentaire. Un lieu où la mer charrie le suspense, où la pierre semble allumée de l'intérieur et où la planète entière, d'une certaine façon, retient son souffle. Bienvenue à Ormuz. Ormuz, le détroit qui retient le monde.
Ormuz se trouve à l'extrême sud de l'Iran, dans la province du Hormozgan, face à Bandar Abbas, tout près de l'île de Keshm. C'est une petite île, aride, rocheuse, presque brute, et pourtant capable de porter l'un des chapitres les plus intenses de ce voyage. Au premier regard, elle semble n'être qu'un fragment perdu dans la chaleur du golfe Persique. Mais il suffit d'observer en silence pour comprendre qu'ici le paysage n'a pas seulement été façonné, il a été embrasé de couleurs. Le sol rougit l'horizon. Les roches semblent retenir la rouille, le feu et le silence. L'île de Ormuz, comme l'attestent des sources historiques, se trouve à environ 8 km de la côte. Elle est, en grande partie, sèche et montagneuse. Son principal village permanent porte le même nom que l'île. Et parmi ses ressources les plus marquantes figure le célèbre ocre rouge, extrait depuis des siècles. Mais Ormuz n'impressionne pas seulement par sa terre. Elle impressionne par l'endroit où elle a été placée. C'est ici même que le golfe Persique se resserre et rejoint le golfe d'Oman. Et c'est ainsi que se forme l'implacable détroit d'Ormuz. C'est dans ce corridor maritime étroit que la carte cesse d'être un dessin et devient un air, devient un pouls, devient une pression sur la planète. Le détroit d'Ormuz est l'unique passage maritime reliant le golfe Persique à la haute mer. Et par lui, transite une part colossale de l'énergie mondiale. En 2025, près de 15 millions de barils par jour de pétrole brut ont traversé ces eaux. Cela représente environ 34% de tout le commerce mondial de pétrole brut. Et ce n'est pas tout. Près d'un cinquième de la consommation mondiale de pétrole et de produits dérivés a aussi dépendu de ce détroit. Et une part comparable du commerce mondial de gaz naturel liquéfié a franchi le même entonnoir. En d'autres termes, quand Ormuz tremble, la planète le ressent. C'est peut-être pour cela que ce nom revient si souvent dans les journaux télévisés. Navires, menaces, représailles, blocus, tensions militaires. Ces derniers jours, le détroit est revenu au centre du monde. Et soudain, un lieu qui paraît lointain s'est mis à toucher le prix de l'énergie, l'anxiété des marchés et le souffle de continents entiers. Sauf qu'il y a ici quelque chose de presque ironique. Alors que le monde regarde Ormuz en pensant à la crise, l'île offre une beauté qui défie toute logique. Des falaises aux teintes ocre, des plages aux pigments rouges, des montagnes nues sous une lumière qui semble venir d'un autre âge, comme si la pierre refusait la monotonie. Et alors surgit une question inévitable. Comment un lieu si souvent associé à la peur peut-il être en même temps si hypnotisant? Peut-être parce que la création de Dieu, lorsqu'elle se déverse sur la matière, ne demande pas la permission à la géopolitique. Elle apparaît simplement et déconcerte. Ici, la beauté n'est pas délicate, elle est minérale, elle est sèche, elle est rugueuse, elle est presque biblique. Et c'est peut-être justement pour cela que Ormuz ne s'oublie pas. Ce n'est pas le genre de paysage que l'on contemple seulement avec les yeux. Il pèse dans la mémoire. Pendant longtemps, l'ancienne Perse a été perçue comme un empire de palais, de poésie et de routes commerciales. Et il n'est pas anodin que l'une de ses portes les plus sensibles demeure ici, dans ce sud brûlant, où la mer monte la garde et où la roche semble allumée de l'intérieur. Si tel fut notre premier choc, imaginez ce qui arrive lorsque nous laissons le détroit derrière nous
et que nous remontons vers le cœur urbain du pays. Car l'Iran ne commence ni ne finit à ses frontières maritimes. Il bat aussi dans des avenues, des musées, des marchés et des millions de vies en mouvement. Après le suspense d'Ormuz, il est temps de franchir le portail qui révèle le visage moderne de cette nation ancienne. Et c'est là, au pied des montagnes, au milieu du rythme d'une mégapole, que la prochaine étape va commencer à démonter tout ce que tant de gens croient savoir sur l'Iran. Téhéran, le portail de la Perse moderne. Après le suspense minéral d'Ormuz, le voyage remonte vers le nord du pays et le changement est brutal. La mer reste derrière. La pierre brûlante cède la place au poids d'une capitale qui vibre sans demander la permission. Téhéran s'élève au pied de la chaîne de l'Alborz, dans une position qui en dit déjà long sur elle. D'un côté, la pression urbaine. De l'autre, les montagnes qui observent tout d'en haut. C'est la capitale de l'Iran depuis le XVIIIe siècle. Et elle concentre aujourd'hui le cœur politique du pays. La ville, proprement dite, couvre un peu plus de 700 km². Mais sa présence réelle va bien au-delà de cette limite. L'aire métropolitaine atteint environ 14 millions d'habitants. C'est du monde, du mouvement, de l'urgence et de l'histoire, déployés à une échelle difficile à ignorer. Le plus étonnant, c'est que Téhéran change de visage, presque sans prévenir. Au nord, le relief s'élève, l'air se rafraîchit et le paysage reprend son souffle. Au sud, l'atmosphère devient plus sèche, plus dense, plus accablée par la chaleur. C'est comme traverser des villes différentes, sans jamais quitter la même. C'est peut-être pour cela que Téhéran ne se résume pas à une image toute faite. Elle ne se livre pas d'un seul regard. Elle n'entre dans aucun stéréotype. Cette avenue, ces quartiers, cette institution, ces marchés, ces bétons, ces montagnes en arrière-plan, tout à la fois. Quand on observe l'Iran de loin, on imagine souvent seulement des ruines anciennes, des déserts silencieux ou des titres sous tension. Mais Téhéran déjoue cette attente. Elle est urbaine, elle est intense. Et elle montre que le pays s'écrit aussi, à la vitesse d'une métropole vivante. Il existe encore une couche plus profonde dans cette histoire. Avant que Téhéran n'occupe ce rôle, la grande référence régionale était Rey, une ville très ancienne, au sud de l'actuelle capitale. Lorsque Rey a perdu de sa force au fil des siècles, le destin a ouvert l'espace pour que Téhéran grandisse sur ce nouvel axe. Et elle a grandi pour de vrai. Elle a absorbé le pouvoir, attiré les institutions, est devenue un centre de décision et a fini par concentrer une grande part de la vie politique iranienne. Quand la planète tourne les yeux vers l'Iran d'aujourd'hui, c'est presque toujours ici que ce regard finit par converger. Mais aucune capitale ne vit seulement de symboles. Derrière les façades officielles, il y a des cafés, des routines, des familles, des librairies, des jeunes qui vont et viennent, des anciens qui gardent la mémoire et une vie ordinaire qui apparaît rarement dans les journaux télévisés. Et c'est peut-être justement cela qui rend Téhéran si importante dans ce documentaire. Elle redonne un visage à ce qui semblait lointain.
Elle humanise ce que beaucoup ont appris à voir seulement comme discours, conflit ou abstraction. Ici, l'Iran cesse d'être un titre et redevient vécu. Bien sûr, cette immensité aussi a un prix. La taille de la ville pèse sur les infrastructures. La pollution met le quotidien à l'épreuve. La rareté de l'eau inquiète. Et la vitesse même de la vie urbaine révèle les tensions que toute mégapole porte tôt ou tard. Mais même dans cela, Téhéran impressionne parce qu'elle ne cherche pas à paraître parfaite. Elle se montre telle qu'elle est, complexe, vaste, parfois fatiguée, mais profondément réelle. Et cette vérité a plus de force que n'importe quelle caricature faite de loin. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous venez de trouver le mot secret de ce documentaire « Paix ». Et s'il vous touche d'une manière ou d'une autre, laissez votre commentaire avec ce mot « Paix ». Parce que parfois, au milieu de paysages marqués par la tension, c'est peut-être le mot le plus nécessaire de tous. Mais Téhéran n'est que la porte. Et certaines portes n'ont pas été faites pour retenir, elles ont été faites pour révéler. Parce que maintenant, après la capitale qui bat sans relâche, nous allons trouver une ville où la beauté semble avoir été portée à l'échelle de l'impossible. Là, le bleu ne sera pas seulement dans les coupoles, il sera dans l'air, dans le recueillement, dans la sensation que l'architecture, à certains moments de l'histoire, a presque touché le sublime. Notre prochaine étape est Ispahan. Ispahan, la ville qui semble impossible. Il y a des villes qui se présentent et il y a des villes qui surgissent comme une apparition. Et Ispahan appartient à cette seconde catégorie. Après le poids urbain de Téhéran, entrer ici, c'est comme franchir une porte et se retrouver face à une idée de la beauté qu'on croyait perdue dans le temps. Ispahan se trouve au centre de l'Iran, à environ 420 km au sud de Téhéran. Pendant des siècles, sa position a aidé à relier les routes du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il n'est pas exagéré de dire que cette ville a grandi là où les chemins du pays apprenaient à se rejoindre. Elle a rayonné à différentes époques. Elle a gagné en puissance sous les Seldjoukides, puis elle a atteint un éclat presque légendaire lorsque le Shah Abbas Ier en fit la capitale safavide à la fin du XVIe siècle. C'est là que Ispahan a commencé à être pensée, non seulement comme une ville, mais comme une déclaration. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes l'ont appelée la moitié du monde. Une formule audacieuse, presque démesurée. Et pourtant, quand le paysage s'ouvre, quand l'échelle se révèle, quand les faïences commencent à dialoguer avec la lumière, la phrase cesse de paraître excessive. Le grand cœur de cette vision, c'est le Meydan Emam, également connu dans l'histoire sous le nom de Naqsh-e-Jahan. L'UNESCO le décrit comme l'une des plus grandes places urbaines de la planète et comme un exemple extraordinaire de l'architecture iranienne et islamique. Ici, l'espace n'a pas été créé seulement pour exister. Il a été créé pour impressionner. Quand on entre dans cet ensemble, la sensation est difficile à traduire. Le regard essaie de choisir un point, mais comprend vite qu'il n'existe pas un seul centre. Tout rivalise pour attirer l'attention, la place, les proportions, les façades.
les coupoles, le vide monumental qui donne de la force à tout ce qui l'entoure. D'un côté, la mosquée du Shah, aujourd'hui appelée par beaucoup la mosquée de l'imam, élève son portail comme si le bleu pouvait gagner une profondeur infinie. De l'autre, la mosquée Cheikh Lotfollah offre une autre échelle, plus délicate, plus recueillie, plus intime. Et entre les deux, la place respire comme la scène d'une civilisation tout entière. Ce n'est pas seulement de la beauté, c'est une intention, c'est du calcul, c'est le pouvoir transformé en harmonie visuelle. La place elle-même est née comme centre politique, cérémoniel, religieux et commercial de la capitale safavide. En d'autres termes, la vie publique de la Perse passait par ici. Et puis, il se produit quelque chose de curieux. Même en sachant tout cela, même en connaissant le contexte, on reste encore surpris. Parce que Ispahan n'impressionne pas seulement par l'information, elle impressionne par son atmosphère. Il y a des villes anciennes qui demandent à être étudiées. Ispahan demande à être contemplée. Les ponts historiques aident à compléter cet enchantement. Le Sio Sepol, avec ses innombrables arches, ne semble pas seulement franchir la rivière, il semble allonger le temps. Quant au pont Cajou, si célébré pour son élégance, il montre que même la traversée pouvait être dessinée comme une œuvre d'art. Ici, même le passage a été embelli. Il existe aussi le versant artisanal de la ville. Ispahan s'est fait connaître pour ses travaux du métal, du bois, de la céramique, des étoffes et des tapis d'une qualité exceptionnelle. Et cela compte, parce que cela révèle quelque chose de plus grand. La beauté d'ici n'est pas restée enfermée dans les monuments officiels. Elle est descendue dans les mains, dans les ateliers, dans le quotidien. C'est peut-être là le véritable secret de Ispahan. Elle ne sépare pas l'art et la vie. Le faste ne s'arrête pas à la pierre. Il continue dans les motifs, dans les objets, dans les marchés, dans la mémoire de ceux qui créent et dans le respect silencieux de ceux qui marchent dans ces rues. Et il y a là un contraste magnifique. Après la pression de Téhéran, Ispahan semble réordonner le souffle. Le documentaire ralentit, le regard ralentit. Comme si la ville elle-même disait que la grandeur n'a pas besoin de bruit, lorsqu'elle connaît déjà le poids qu'elle porte. Si ce lieu a lui aussi éveillé quelque chose en vous, laissez votre like à cet instant. Non comme un geste automatique, mais comme le signe que ce voyage a lui aussi trouvé une place en vous. Parce que certaines villes n'appellent pas la hâte, elles appellent la présence. Mais la Perse garde encore un autre changement de ton. Après la monumentalité vient la ville du parfum, des jardins, de la mémoire et d'une lumière qui semble tout toucher avec plus de délicatesse. Et c'est vers elle que nous avançons maintenant. Si Ispahan a été la preuve que la beauté peut être construite à une échelle grandiose, la prochaine étape va montrer que l'âme persane sait aussi murmurer. Et lorsqu'elle murmure, même la pierre semble écouter. Notre prochaine étape est Shiraz. Shiraz, l'écho de l'ancienne Perse. Il y a des lieux qui impressionnent par l'échelle, d'autres par la force de la pierre. Mais Shiraz arrive autrement, presque comme un parfum ancien qui traverse le temps, avant même d'être compris.
Après la monumentalité de Ispahan, Shiraz change la température du voyage. Ici, l'impact ne vient pas d'abord de la taille, il vient de l'atmosphère, de la lumière plus douce, du rythme plus contemplatif, de la sensation que l'histoire a choisi de parler plus bas. Shiraz se trouve dans le sud-ouest de l'Iran, dans la province du Fars, cette terre ancienne qui a contribué à donner son nom à la Perse. La ville se trouve à un peu moins de 1000 km de Téhéran et à environ 60 km de Persépolis. Cette seule proximité en dit déjà long sur ce qu'elle abrite. Car Shiraz n'est pas seulement une ville historique, c'est une sorte d'antichambre émotionnelle de l'ancienne Perse. Comme si le passé impérial, au lieu d'apparaître brusquement, choisissait d'abord de passer par des jardins, des cours et des vers. Au fil des siècles, Shiraz est devenu l'un des grands centres culturels du monde persan. C'est ici qu'ont fleuri d'immenses noms de la poésie, comme Hafez et Saadi. Et cela change tout. Parce que lorsqu'une ville éduque le regard par la poésie, même ses rues semblent garder une autre cadence. Shiraz est le genre de destination qui ne demande pas seulement qu'on la regarde, elle demande qu'on l'écoute, elle demande de la sensibilité. Dans certains lieux, l'architecture domine. Ici, la mémoire passe aussi par le symbole, par la parole, par la délicatesse d'un jardin et par l'ombre qui repose sur la pierre. Et les jardins sont une part centrale de cette identité. L'imaginaire persan a transformé l'eau, la végétation, la symétrie et l'ombre en une idée de paradis terrestre. Ce n'est pas un hasard si le concept du jardin persan, reconnu par l'UNESCO, est né précisément de cette vision d'ordre et de fraîcheur au milieu du climat sec. À Shiraz, cet esprit prend corps d'une manière singulière. Allées, miroirs d'eau, cyprès, fleurs et pavillons, tout semble pensé pour rappeler que la beauté peut aussi être un refuge, et que l'être humain, lorsqu'il respecte la création, apprend même à dessiner le repos. Il y a là quelque chose de profondément persan. Créer de l'ombre là où le soleil accable, conduire l'eau là où la sécheresse domine, élever le calme là où le monde paraît excessif. Shiraz n'exhibe pas seulement des jardins. Elle expose une philosophie de la permanence, du raffinement et de la contemplation. Mais la ville surprend aussi par son architecture. La mosquée Nasir al-Mulk, connue en bien des endroits comme la mosquée rose, montre comment la lumière peut devenir un spectacle. Lorsque le soleil traverse ses vitraux, l'intérieur se couvre de couleurs, le sol semble s'éveiller, et le matin prend la texture d'un rêve. C'est le genre de scène qui défait tout regard pressé sur l'Iran, car là il n'existe aucune dureté de manchette. Il y a de l'art, il y a de la patience, il y a une sensibilité visuelle qui n'est pas née hier et qui continue de bouleverser, même des siècles plus tard. Il faut aussi rappeler que Shiraz a eu une véritable importance politique à différentes époques. À certains moments, elle a été embellie et renforcée comme centre urbain et culturel. Cela aide à comprendre pourquoi elle ne paraît pas seulement ancienne. Elle paraît mûrie, comme si elle avait appris à garder sa dignité, même après les changements de l'histoire. Et parmi les lieux qui aident à révéler l'âme de Shiraz, se trouve le sanctuaire de Shah Cheragh, l'un des décors les plus emblématiques de la ville. Ses façades, ses cours et sa présence sur l'horizon montrent qu'ici la beauté n'est pas restée limitée au jardin.
Elle a aussi pris forme dans la dévotion, dans l'architecture et dans la mémoire collective. Bien plus qu'un simple lieu de visite, le sanctuaire de Shah Cheragh aide à révéler Shiraz au monde, parce qu'il rassemble tout ce qui rend cette ville si singulière: histoire, spiritualité, délicatesse visuelle et une élégance qui n'a pas besoin de s'imposer. C'est le genre d'endroit qui ne parle pas seulement aux yeux, il parle à l'atmosphère tout entière qui enveloppe la ville. Si Shiraz vous a elle aussi enchanté, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué jusqu'ici. Était-ce le contraste d'Ormuz, le pouls de Téhéran, ou la beauté contemplative d'Ispahan et de Shiraz? J'ai très envie de savoir à quel moment de ce voyage l'Iran a commencé à changer sous vos yeux. Mais toute cette délicatesse n'est pas là par hasard. Elle prépare l'esprit, elle affine le regard, elle abaisse le bruit. Car ce qui vient ensuite ne sera pas seulement beau, ce sera monumental, ce sera fondateur, ce sera le visage de pierre d'une civilisation tout entière. Et lorsque ce prochain décor apparaîtra, colonnes, escaliers, reliefs et silences anciens montreront que la Perse n'a pas été qu'un souvenir. Elle fut un empire, elle fut une vision, elle fut une échelle. La prochaine étape est Persépolis. Persépolis, là où l'Empire respire encore. Il est des moments où un documentaire cesse de montrer seulement des lieux et commence à toucher des structures qui ont soutenu le monde pendant des siècles. Persépolis est l'un de ces moments, parce qu'ici, nous ne sommes pas face à une simple ville ancienne, nous sommes face à une affirmation de puissance gravée dans la pierre. À environ 60 km de Shiraz, au milieu de la plaine du Phare, surgissent les ruines de l'ancienne capitale cérémonielle des Achéménides. C'est Darius Ier qui en lança la construction vers la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et après lui, d'autres souverains ont élargi cette vision monumentale. Le nom Persépolis vient du grec. Mais la ville était connue des Perses sous le nom de Parsa, et ce n'est pas un hasard. C'était le cœur symbolique d'un empire qui, à son apogée, s'étendait de la Méditerranée jusqu'à certaines parties de l'Asie centrale et de la vallée de l'Indus. Une échelle qui impressionne encore aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de plus fascinant, c'est que Persépolis n'a pas été pensée seulement pour gouverner. Elle a été pensée pour représenter, pour mettre en scène la grandeur, pour recevoir des délégations, des cérémonies, des tribus et des regards. Tout ici semble avoir été conçu pour dire sans parole: voyez ce que la Perse est devenue. Les larges escaliers, les reliefs minutieux, les colonnes dressées contre le ciel et la plateforme monumentale gardent encore cet impact. Même en ruine, Persépolis ne paraît pas petite. Bien au contraire. Peut-être que la destruction a même amplifié cette sensation de distance historique, de poids, de permanence. Quand vous regardez les reliefs, vous percevez quelque chose d'extraordinaire. On y voit des peuples différents venus de diverses régions de l'Empire, apportant des présents, des étoffes, des animaux, des objets précieux. Ce n'est pas seulement de la décoration. C'est un récit politique. C'est la pierre qui enregistre l'ampleur d'un monde relié sous une même couronne. Et cela en dit long sur la Perse achéménide elle-même. Un empire vaste, complexe, multiethnique, administré en satrapie, relié par des routes, des tribus, des messagers et une vision de l'ordre qui a contribué à façonner l'histoire ancienne. Persépolis
était la scène où cet ordre devenait visible. Marcher ici provoque une sensation rare. Ce n'est pas seulement de l'admiration archéologique, c'est l'impression d'être proche d'une idée de civilisation qui a un jour cru avoir trouvé une façon de durer pour toujours. L'histoire n'a pas épargné ce lieu. En 330 avant Jésus-Christ, les troupes d'Alexandre ont conquis la ville. Et l'incendie qui a marqué cette invasion est devenu l'un des épisodes les plus symboliques de la chute du centre cérémoniel achéménide. Le feu est passé, mais la mémoire est restée. Il y a là une ironie silencieuse. L'empire qui s'était élevé pour être vu a fini par traverser les millénaires justement en fragments. Et pourtant, ces fragments suffisent. Ils suffisent à révéler l'ambition. Ils suffisent à montrer le raffinement. Ils suffisent à nous rappeler que la pierre aussi peut garder une voix. Et quelle est cette voix ? La voix de rois, d'artisans, de peuples soumis et alliés, de messagers, d'architectes, de cérémonies impériales. Mais aussi la voix du temps, qui use toute chose sans parvenir à effacer entièrement ce qui a été élevé avec vision. Il y a quelque chose de profondément humain dans Persépolis, la tentative de vaincre l'oubli. Toute grande civilisation a voulu cela. Elle a voulu laisser des traces. Elle a voulu ordonner le chaos. Elle a voulu graver dans le monde une preuve d'elle-même. Ici, cette tentative est encore devant nous, même blessée, même incomplète. Et c'est peut-être justement cette incomplétude qui rend tout plus puissant. Parce que des ruines ne sont pas seulement des restes. Parfois, ce sont des fenêtres. Et Persépolis ouvre une fenêtre sur un moment où la Perse n'était pas une marge de journal télévisé. Elle était centre, elle était axe, elle était référence d'échelle. L'UNESCO a reconnu le site comme un patrimoine d'une valeur exceptionnelle pour l'humanité. Et cela a du sens, non seulement pour la beauté des structures, mais pour ce qu'elles révèlent sur l'administration, l'art, le cérémonial et l'imagination politique dans le monde ancien. Peu de lieux concentrent autant sur une si petite surface. Quand le vent passe entre ces colonnes, on a presque l'impression d'une audience, comme si Persépolis attendait encore des visiteurs. Comme si l'Empire n'avait pas complètement accepté la fin de son propre spectacle. Et c'est peut-être cela qui rend ce lieu si difficile à oublier. Il ne paraît pas achevé, il paraît suspendu. Si jusqu'ici, ce voyage vous a déjà ouvert de nouveaux horizons, cela vaut la peine de vérifier si vous êtes déjà abonné ici à notre planète. Parce qu'ici, chaque documentaire agrandit la carte, mais agrandit aussi la façon de voir. Et certains lieux ne changent pas seulement ce que nous savons, ils changent la manière dont nous ressentons l'histoire. Mais la Perse n'a pas été faite seulement de colonnes impériales. Elle a aussi appris à survivre, là où le climat semblait nier toute permanence. Après l'Empire qui parlait en pierre, nous allons trouver une ville qui a parlé avec le vent, avec la terre et avec l'intelligence humaine. Notre prochaine étape n'impressionne pas seulement par son passé, elle impressionne par son adaptation, par son ingéniosité, par la manière dont elle a transformé l'aridité en demeure et la chaleur en architecture. Et lorsqu'elle surgira à l'horizon, avec ses tons ocre, ses ruelles étroites et ses tours dressées contre le ciel sec, vous comprendrez que la grandeur de l'Iran ne vit pas seulement là où les empires se sont montrés. Elle vit aussi là où la vie a appris à résister.
Yazd, la ville qui a appris à vivre dans le désert. Après la pierre impériale de Persépolis, le voyage change une fois de plus. À présent, le regard rencontre une ville qui ne s'est pas élevée pour afficher sa puissance. Elle s'est façonnée pour survivre, et c'est peut-être pour cela qu'elle impressionne d'une manière encore plus intime. Yazd se trouve au centre de l'Iran, entre les déserts, sous un ciel implacable, dans l'un des paysages les plus secs de tout le pays. Et malgré cela, ou peut-être précisément à cause de cela, elle est devenue l'une des villes les plus singulières de toute cette traversée. Au premier regard, la ville semble faite de la même matière que le sol. Des tons ocre, des murs de terre, des ruelles étroites, des toits bas. Tout semble naître du désert lui-même, comme si Yazd n'avait pas été bâti sur l'aridité, mais à partir d'elle. Il y a là une sagesse profonde. En bien des lieux, l'être humain tente de vaincre son environnement. Ici, il a appris à dialoguer avec lui. Au lieu de nier la chaleur, il a étudié le vent. Au lieu de lutter contre la sécheresse, il a inventé des façons de la contourner. Au lieu de fuir, il est resté. L'un des symboles les plus marquants de Yazd, ce sont les badjirs, les célèbres tours à vent. Elles s'élèvent au-dessus des maisons comme des sentinelles silencieuses. Mais leur fonction n'est pas de veiller. Elle est de rafraîchir, de capter l'air, de le conduire et d'aider à rendre habitable ce qui semblait inhospitalier. Quand on y pense calmement, la sensation est presque trop admirable pour tenir dans une phrase. Des siècles avant le moindre climatiseur, cette ville avait déjà appris à apprivoiser la brise. Il y a là quelque chose de beau, quelque chose d'intelligent, quelque chose qui révèle combien la nécessité peut ciseler le génie. Le centre historique de Yazd, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, montre justement cette adaptation extraordinaire. Le tissu urbain, les matériaux, les systèmes de ventilation et l'usage rigoureux de l'eau composent une réponse rare au défi de vivre sous un climat extrême. Et parmi les décors qui présentent le mieux Yazd aux visiteurs, se trouve le complexe d'Amir Chakmak, l'un des repères les plus connus de la ville. Sa place, sa façade d'arches superposées et ses minarets contribuent à former l'une des images les plus reconnaissables de tout l'Iran. L'ensemble a commencé à prendre forme au XVe siècle, lié à Jalal al-Din Amir Chakmak, gouverneur de Yazd à l'époque timouride. Le lieu n'a pas été pensé comme un simple ornement. Il a réuni des fonctions religieuses, urbaines, commerciales et cérémonielles, comme s'il condensait la vie publique de la ville dans un seul cœur architectural. Quand le regard rencontre Amir Chakmak, il ne voit pas seulement une belle construction, il voit la symétrie. Il voit la profondeur. Il voit une façade qui semble ordonner la lumière même du désert. Et autour d'elle, la cour, le bazar historique et la présence de la ville font de cet espace un véritable portail vers l'âme de Yazd. Il existe aussi ici une présence spirituelle très ancienne. Yazd est souvent associé à l'héritage du zoroastrisme en Iran, et cela élargit encore son importance. Nous ne sommes pas seulement face à une ville adaptée au désert. Nous sommes face à un lieu où mémoire, croyances et territoire ont continué à respirer ensemble pendant des siècles.
Les rues étroites aident à créer de l'ombre, les murs épais retardent la chaleur, les cours intérieures gardent la fraîcheur et le recueillement. Rien ne paraît aléatoire. Tout suggère un apprentissage long, patient, transmis de génération en génération, comme si la ville avait été accordée par le temps. À certains moments, marcher ici ressemble presque à une leçon silencieuse. Le désert alentour suggère le manque. Mais la ville répond par l'ingéniosité. La chaleur menace. Et l'architecture répond par l'intelligence. La sécheresse sert. Et la vie répond par la permanence. Il reste impressionnant que l'un des décors les plus austères de l'Iran ait donné naissance à l'un des paysages urbains les plus délicats de tout le documentaire. Cela en dit long sur la force créatrice de l'être humain et aussi sur la création du Créateur, qui permet même dans la rigueur l'éclosion de la beauté. Car il y a de la beauté ici, oui, non pas la beauté exubérante des couleurs de Hormuz, ni la splendeur monumentale d'Ispahan, ni la solennité impériale de Persépolis. La beauté de Yazd est autre. Elle est sobre, elle est terrestre, elle est silencieuse. Et c'est justement pour cela qu'elle s'ancre si profondément dans la mémoire. Peut-être que le monde moderne, habitué aux solutions rapides, a désappris à admirer des villes comme celle-ci. Des lieux où chaque rue, chaque ouverture, chaque épaisseur de mur et chaque courant d'air portent une pensée. Yazd n'a pas été improvisée. Elle a mûri. Et alors surgit une autre perception. L'Iran que nous découvrons n'est pas seulement une terre de grands symboles historiques, c'est aussi une terre de réponses ingénieuses, une terre d'adaptation, une terre de femmes et d'hommes qui ont su transformer la difficulté en manière de vivre. Si ce chapitre vous a déjà fait regarder le désert autrement, dites-le moi dans les commentaires ensuite. Parce que parfois, un lieu n'impressionne pas par sa grandeur immédiate. Il impressionne en changeant notre mesure de ce qui est possible. Et Yazd fait exactement cela. Après les vents de Yazd, la traversée continue, toujours guidée par l'intelligence persane face à l'aridité. Sauf que maintenant, cette réponse change de forme. Elle quitte la résistance silencieuse de la ville du désert et prend corps dans des jardins, des cours et des espaces façonnés pour la fraîcheur, la beauté et la contemplation. C'est ainsi que Kashan commence à se révéler. Kashan, l'oasis historique de la Perse. Après Yazd, le voyage atteint une ville où le désert n'a pas effacé l'élégance. Kashan surgit comme une pause raffinée entre l'aridité et la mémoire. Un lieu où jardins, maisons historiques, mosquées et cours silencieuses révèlent un autre visage de la Perse. Kashan se situe entre Téhéran et Ispahan, sur un ancien axe de circulation, de commerce et de passage. Et cela aide à comprendre pourquoi la ville a réuni tant de raffinement au cœur même d'un milieu sec. Ici, l'architecture ne servait pas seulement à se protéger du climat. Elle servait aussi à exprimer le prestige, l'ordre et la délicatesse. Le premier grand symbole de cette ville, c'est le jardin de Fin, l'un des plus célèbres jardins persans d'Iran, reconnu par l'UNESCO. Eau vive, cyprès, axes géométriques et ombres savamment conduites. À Kashan, le jardin n'est pas un ornement. C'est une vision du monde. C'est la fraîcheur dessinée au milieu de la sécheresse.
Le plus fascinant dans le jardin de Finn, c'est de voir comment l'eau organise tout. Elle ne fait pas que traverser l'espace, elle donne un rythme à l'espace. Elle rafraîchit l'atmosphère, reflète la lumière et transforme le parcours en contemplation. Comme si l'ancienne Perse disait que même dans le désert, la beauté peut couler. Mais Kashan se révèle aussi à travers ses maisons historiques. La maison Tabatabaei, avec ses cours, ses salons ornés et ses solutions climatiques très raffinées, montre comment l'élite marchande de la ville a transformé l'habitat en une forme d'art silencieuse. La maison historique à Mairie renforce encore cette impression. Plus qu'une résidence, elle ressemble à un petit univers intérieur, fait de cours, de volumes, d'ombre et de proportions. À Kashan, même l'espace domestique gagne en majesté, sans jamais perdre la légèreté qui rend tout plus humain. Parmi les décors les plus marquants de la ville, se trouve la mosquée Aga Bozorg, un ensemble formé d'une mosquée et d'une école théologique qui est devenu l'un des grands visages de Kashan. Sa cour en contrebas, la symétrie de ses arches et la sérénité de sa composition en font un lieu qui captive le regard sans jamais avoir besoin d'excès. Et il y a encore le sultan Amir Ahmad Bathaus, un ancien hammam persan, célèbre pour la finesse de ses détails et pour son toit aux coupoles douces, devenu l'une des images les plus connues de la ville. C'est le genre de lieu qui montre comment même le rituel du bain pouvait être élevé au rang d'architecture. C'est peut-être là la grande force de Kashan. Elle réunit de nombreux visages de la Perse dans un espace réduit. Jardin persan, demeure patricienne, mosquée, bain historique, cour silencieuse, lumière filtrée. Kashan n'impressionne pas par fracas, elle impressionne par l'équilibre, par l'harmonie entre l'eau, la terre, la lumière et l'abri, par la sensation que tout a mûri avec patience. Et c'est peut-être pour cela qu'elle demeure si profondément dans la mémoire, comme certaines villes qui n'ont pas besoin d'attirer l'attention pour être inoubliables. Après Kashan, le documentaire semble avoir respiré par les jardins, les cours et les ombres bien dessinées. Mais cette délicatesse ne durera pas longtemps, car l'Iran garde encore un visage où l'abri recule, la végétation disparaît et la terre se présente dans sa forme la plus sévère. La prochaine étape ne sera ni maison, ni mosquée, ni jardin. Ce sera une immensité minérale. Ce sera une chaleur absolue. Ce sera l'un des paysages les plus extrêmes et les plus impressionnants de tout ce documentaire. Après l'élégance de Kashan, le voyage se poursuivra vers un décor qui semble antérieur à l'histoire humaine elle-même. Un lieu où le vent sculpte la matière et où l'horizon met le regard à l'épreuve. La prochaine étape est le désert de Lut. Désert de Lut, le silence le plus extrême d'Iran. Après l'eau cachée, après l'ombre calculée, après le jardin comme refuge, le documentaire entre dans un monde où presque tout semble avoir été réduit à l'essentiel. Pierre, chaleur, vent et une immensité qui n'admet presque aucune comparaison. Le désert de Lut, ou Dasht et Lut, se trouve dans le sud-est de l'Iran et occupe une immense bande aride entre des provinces marquées par la sécheresse et l'isolement. Ici, le pays montre un visage bien plus ancien, bien plus brut et presque antérieur à toute idée de confort.
L'UNESCO a reconnu ce paysage comme un patrimoine naturel d'une valeur exceptionnelle. Et cela a du sens, parce que ce que l'on voit ici, ce n'est pas seulement un désert. C'est un laboratoire de la terre mise à nu. Un décor façonné par les extrêmes, où le relief semble avoir été gratté, entaillé et éprouvé jusqu'à sa limite. Dans certaines zones se dressent les yardangs, des formations allongées, sculptées par le vent, comme si le paysage lui-même avait appris à être taillé sans main humaine. Ce sont des couloirs d'argile durcie, de sable et d'érosion qui créent un horizon presque irréel. Dans d'autres parties, le désert change encore. Surgissent des champs de dunes immenses, des surfaces minérales, des bandes sèches qui semblent avoir été abandonnées par le temps. Il n'y a pas d'excès ici, il y a l'exposition. Tout ce que la planète possède de plus nu, de plus sévère, de plus direct. C'est peut-être pour cela que le luth provoque une sensation si rare. Il ne séduit pas par la promesse d'un refuge. Il n'offre aucun confort. Il ne s'adoucit pas pour le visiteur. Au contraire, il oblige le regard à affronter l'échelle, la sécheresse et la force brute d'un monde sans ornement. Et pourtant, il est beau. Beau d'une beauté austère, beau d'une beauté presque implacable. Comme si la création du Créateur ici avait choisi de révéler non pas la tendresse de l'ombre, mais la majesté de la rigueur. Une rigueur qui ne s'excuse pas d'être trop grandiose. Pendant des années, le luth a attiré l'attention scientifique pour ses conditions extrêmes. Dans certaines zones de surface, des mesures par satellite ont même relevé des températures saisissantes. Cela a contribué à faire du désert l'un des symboles les plus puissants de l'intensité climatique sur Terre. Mais réduire le luth à la seule chaleur, ce serait trop peu. Le véritable impact est dans le paysage, dans la façon dont le vent dessine des couloirs, dans la manière dont la lumière de l'après-midi allonge les volumes, assombrit les reliefs et fait paraître chaque crête plus dramatique. C'est comme regarder une planète encore en formation. Il y a ici des scènes qui effacent presque toute référence humaine. Vous voyez l'étendue et vous perdez la mesure. Vous voyez les formes et vous perdez l'échelle. Tout semble plus grand que le corps, plus ancien que la mémoire, plus silencieux que n'importe quel silence ordinaire. C'est peut-être là le point le plus fort de cette étape. Le luth ne parle pas de civilisation. Il ne parle pas de monuments. Il ne parle pas d'empire. Il parle de la terre avant nous. Ou du moins, d'une terre qui continue d'exister, comme si elle n'avait pas besoin de notre présence pour être immense. Et cela change le documentaire une fois de plus. Parce qu'après les villes, les jardins, les mosquées et les ruines, nous sommes maintenant face à quelque chose qui n'a pas été élevé. Cela a été sculpté par la patience du monde, lentement, inlassablement, jusqu'à ce que l'extrême devienne paysage. Et si le luth vous a fait ressentir la grandeur de la création, cela vaut la peine de vérifier si vous êtes déjà abonné ici à notre planète. Parce que certaines traversées ne servent pas seulement à montrer des lieux. Elles servent à recalibrer le regard. Et après cela, même le silence semble porter un autre poids. Restez avec moi, parce que l'Iran vous réserve encore une révélation, et elle ne viendra pas d'une plaine brûlante, elle viendra de la pierre habitée, de la roche transformée en demeure, d'un village qui semble être né de la montagne, comme si le temps avait décidé d'y habiter. Après le désert le plus extrême, nous poursuivons vers l'un des décors les plus improbables de tout ce voyage. Un lieu où la nature a creusé des formes et où l'être humain a répondu en vivant à l'intérieur.
Khandovan, le village sculpté dans la pierre et le temps. Après l'immensité nue du désert de lutte, le documentaire change d'échelle, mais ne perd rien de son pouvoir d'émerveillement. Car désormais, la surprise ne vient pas du vide. Elle vient de la présence. Elle vient d'un lieu qui paraît impossible au premier regard, et encore plus improbable lorsqu'on découvre qu'il est toujours vivant. Khandovan se trouve dans le nord-ouest de l'Iran, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental, non loin de Tabriz. Et un seul regard suffit pour comprendre pourquoi ce décor semble venir d'un autre âge. Les maisons ne reposent pas sur la montagne, elles ont été creusées à l'intérieur. Les formations rocheuses de Khandovan, nées d'anciennes activités volcaniques et de l'érosion au fil du temps, s'élèvent comme des cônes de pierre, presque comme des ruches géantes ou des voiles minéralisées pointées vers le ciel. Et à l'intérieur, il y a des portes, il y a des fenêtres, il y a des escaliers, il y a la vie quotidienne. C'est peut-être là le point le plus fascinant de tous. Khandovan n'est pas seulement un paysage rare, ce n'est pas seulement une curiosité géologique, c'est un lieu habité. C'est une permanence. Ce sont des gens qui vivent là où beaucoup n'imagineraient qu'une contemplation passagère. Ici, la roche n'est pas devenue ruine, elle est devenue maison. Dans plusieurs endroits du monde, le temps a creusé des formes impressionnantes, mais l'être humain n'y a pas toujours répondu par la permanence. À Khandovan, si. Et il y a répondu d'une manière profondément persane, en adaptant l'espace, en faisant un abri, en transformant la dureté en demeure et l'étrangeté en quotidien. Il y a quelque chose de presque émouvant dans cette image, des vêtements, des fenêtres, des chemins et des routines qui existent à l'intérieur d'un paysage, semblant appartenir davantage au mythe qu'au présent. Comme si la montagne avait été convaincue d'accueillir la vie sans perdre sa majesté. C'est peut-être pour cela que Khandovan provoque une sensation si différente. Après les empires, les déserts, les jardins, les mosquées et les villes monumentales, terminer ce cycle ici, c'est se rappeler que la grandeur de l'Iran vit aussi dans l'inattendu. Elle vit aussi dans ce qui échappe au récit évident. Elle vit aussi dans l'improbable qui demeure. Et regardez comme ce documentaire a changé de voie. Nous avons commencé par le détroit qui retient le monde. Nous avons traversé la capitale qui pulse. Nous sommes entrés dans des villes de bleu et de poésie. Nous avons touché des ruines impériales. Nous avons vu l'intelligence du désert. Nous avons senti le silence extrême. Et maintenant, nous terminons face à un village qui semble défier la logique même de l'habitat. L'Iran que nous avons traversé ici n'a pas été celui des gros titres et des guerres. Ce fut celui des strates, celui de la pierre qui garde les empires, celui de l'eau cachée sous la sécheresse, celui de la lumière qui touche les coupoles, les jardins, les déserts, et les montagnes de silence, comme si elles voulaient encore révéler quelque chose que le monde voit à peine. Vous nous regardez à la télévision et vous êtes arrivés jusqu'ici, alors prenez votre téléphone et dites-nous, vous imaginiez que l'Iran cache tant de merveilles, bien au-delà de la tension, des conflits et de l'image limitée qui nous parvient si souvent? J'ai envie de savoir à quel moment de ce voyage, ce pays a commencé à changer sous vos yeux. Mais votre voyage n'a pas besoin de s'arrêter ici, parce que votre prochaine destination est déjà sur votre écran, en train de vous attendre. L'un de ces lieux que presque personne ne voit, que presque personne ne montre, et qui n'arrive presque jamais jusqu'aux yeux du monde. Venez avec moi et découvrez l'extraordinaire aux quatre coins du monde. Je vous embrasse et à la prochaine aventure.